Nous sommes déjà venus ici, et je reconnais la ligne noire des montagnes, l'île Saint-Nicolas, et là-bas, Budva, la cité vénitienne qui pointe dans la mer. La grosse cloche trône toujours près de la porte de la vieille ville, surmontée d'une icône. On passe vite les ruelles aux boutiques pour arriver au cœur de la ville. Le portique, les petites places avec les églises désaffectées, sous la muraille de la forteresse. L'église orthodoxe a toujours son fronton de mosaïque dorée. Par là, on monte à la citadelle. Les maisons carrées et la petite place ont gardé intact leur charme délicat. Ici, on organise des spectacles face à la mer, comme dans les théâtres antiques. Tout un symbole, pi et pierre carrée, ou les mathématiques en images. Nous quittons Starégrad par la porte de la Matka Boska. Et voici les quelques pierres qui restent de la Budva antique. Ce soir débute le festival folklorique du monde slave dans le village touristique. On commence par le défilé des groupes. La présentation des costumes. Une mise en scène. Et il reprend son bouquet. Voici l'arrivée du dynamique groupe bulgare avec Mustapha, son charismatique meneur. Certains se reposent avant l'effort. Et comme il s'agit d'un festival, on filme l'indispensable interview officielle
pour les journaux de demain. En route pour une journée en Albanie. Au passage, nous surplombons l'île hôtel de Sveti Stéphane. Premier contact avec l'Albanie. D'abord la douane, ensuite une vue bien austère dont on nous dit qu'elle est tout à fait représentative du pays. Dans le jardin de la petite boutique qui nous accueille, les astilbes géantes en forme de pinceau ondulent au soleil, envahies de punaises géantes elles aussi. Pendant que Joseph découvre les trésors réservés aux touristes. Pour monter à la forteresse de Rosafat, but de notre visite, on traverse le quartier Rome. Les maisons sont en dur, car ils ont été sédentarisés de force. Mais l'on voit bien que là aussi c'est un échec. Malgré l'ouverture d'une école dans le quartier, on ne voit que dégradation, ordures éparses, inactivité, misère. Le vieux pont traverse la Bouna. C'est le seul chemin vers Rosafat, et à cet endroit les immondices flottent partout, jusqu'aux pieds des pêcheurs. On monte à la forteresse par une très jolie route de pierre enlacée, d'où l'on découvre toute la plaine inondable où coulent les fleuves Drin, Kir et Bouna. Ça monte encore.
Enfin, on entre dans la citadelle par un élégant portail vénitien. Ce long passage aux galets polis donne une idée de l'épaisseur de la muraille. Et l'on débouche dans une petite cour où les murs sont en liaison sèche, c'est-à-dire que les pierres sont assemblées sans mortier. Ces murs datent de la période illyrienne, 4e siècle après Jésus-Christ, la plus ancienne de l'histoire du château. Les riches notables de la ville de Shkodër, qui se sont succédés en tant que propriétaires du château, ont laissé l'empreinte des armes de leur famille. Ici se place la légende de Rosafa, la jeune femme qui a donné son nom à la citadelle et qui fut sacrifiée pour renforcer les murailles du château, construites sur un terrain mouvant. Elle accepta d'être emmurée vive en hommage aux dieux, à condition qu'on lui laisse libre un œil pour voir son bébé nouveau-né, un bras pour le porter et un sein pour le nourrir. Et quand le bébé fut sevré, Rosafa mourut et fut enfouie dans la muraille. Et la muraille tient toujours. On accède à la première cour, la plus grande. Perchée à 133 mètres sur la colline de Tépé, la citadelle de Rosafa remonte au moins à l'âge de bronze. Les murs actuels, qui reposent sur des fondations illyriennes, ont été construits au Moyen Âge. Non loin de l'entrée, on trouve la tombe d'une famille de vizirs. D'ici, on aperçoit la Bouna, et au loin, dans la brume bleue, le lac de Shkodër. L'odeur des plantes accrochées aux murailles est pénétrante. Sur la pique, on aperçoit les 3 tours successives, la première du XVIe siècle, la seconde du XIVe et la plus lointaine du XIIIe siècle. De ce côté, on aperçoit aussi le pont qui nous a amenés à travers le quartier Rome et le nouveau pont qui est en construction sur la Buna et qui permettra de contourner ce quartier pour montrer à Rosafa. Il faut ménager la sensibilité des touristes. Au niveau de la deuxième cour, les ruines sont plus abondantes et la vue porte très très loin. Ici, la cathédrale Svéti Stéphane du XIIIe siècle. Elle fut transformée en mosquée lors de l'occupation ottomane de 1479. L'église, de style roman, typique des ordres mendiants de l'Occident, est assez rare. Mais cette fenêtre murée avec son arc ogival de type gothique vénitien est plus remarquable encore.
Le beau minaret, en partie écroulé, a une base carrée et un corps octogonal. Des citernes d'eau sont éparpillées sur tout le site. Et là, le hammam, construit juste à côté de l'église-mosquée. Dans la troisième cour, la plus haute, on trouve le logis du gouverneur, beau bâtiment vénitien du XVe siècle. Il a été transformé en musée. À côté, l'arsenal et d'autres bâtiments de la commanderie. Vue imprenable sur le nouveau pont en construction. De nombreux passages souterrains permettent de relier l'intérieur des bâtiments à l'extérieur des cours, ou bien les cours à l'extérieur de la forteresse, tout ceci n'étant pas forcément en bon état et pas trop engageant. D'ici, on aperçoit la vallée et l'ancien quartier du Vieux Bazar qui s'étendait là depuis les années 1500 environ. De nombreuses mosquées y étaient construites, mais les séismes du XIXe siècle ont changé le cours du Drin, qui inonde désormais régulièrement la région. Seules quelques maisons ottomanes traditionnelles rappellent cette époque. La mosquée de plomb fut achevée vers 1774 sur le modèle de la mosquée du sultan d'Istanbul par le grand vizir de Soliman le Magnifique. C'est un bâtiment de pierre taillée avec une grande coupole sur un tambour octogonal qui surplombe la salle de prière. Elle est flanquée de petites coupoles latérales, jadis entièrement couvertes de feuilles de plomb. Les coupoles commencent à se dégrader. La porte d'entrée est sculptée de fleurs et de symboles végétaux. Panoramique sur les bâtiments de la commanderie et petite visite du musée qui présente divers objets retrouvés sur place. Un parchemin en glagolithique, des pièces et médailles des anciens rois, et bien sûr la légende de Rosafa. En route pour la visite de la ville de Shkodra, dont le site est habité depuis la préhistoire. La Skadra des Illyriens est aussi la Skoutari des Vénitiens, ou le Shkoder en albanais. Nous longeons des habitations de style communiste, une époque où les Albanais pouvaient accéder facilement à la propriété. La cathédrale catholique Saint-Stéphane, construite au XIXe siècle, reconstruite plutôt, puisqu'elle a été détruite par le séisme. Les quartiers dégradés. Et la belle mosquée de Shkoder, dont l'intérieur est très moderne mais qu'on ne peut pas visiter. Là-bas derrière, la cathédrale orthodoxe. Les trois religions sont très proches l'une de l'autre, tout au moins géographiquement.
l'hôtel Colosseo ultramoderne qui reflète les minarets de la mosquée comme deux cornes d'argent. La rue principale a été rénovée dans son style d'origine du XVIIIe siècle. Elle offre toutes les boutiques habituelles et quelques jolies ruelles. Mais même si l'on nous assure que l'islam ici n'est pas très pratiqué, l'absence presque totale de femmes dans les rues, à part les touristes, me fait douter. Et nous voilà repartis dans ce pays de contraste entre mosquées et hôtels rutilants, maisons lépreuses ou en ruine, quartiers pauvres noyés dans les ordures, bâtiments HLM, et encore des mosquées. Avant de replonger dans le quartier Rome sous la citadelle. Le marché flottant. Comme la région est facilement inondée, les habitations sur pilotis sont fréquentes au bord des fleuves.
Les cultures de maïs sont en bottes archaïques. On voit aussi beaucoup de vestiges des blockhaus de l'ère communiste. Les réserves d'eau sur les toits. Ici, l'eau est rationnée, pourtant Dieu sait qu'elle ne manque pas. Encore des ordures. Et une petite mosquée à l'aiguille effilée. Le bus s'arrête car nous doublons un troupeau. Paisible. Et éparpillées dans la campagne, les tombes musulmanes. Nous quittons l'Albanie dans le soir tombant.